Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Clim qui fait du bruit. Comment l'insonoriser? C'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce qu'entre un simple bourdonnement normal et une nuisance sonore qui finit par gâcher les soirées, les nuits et même les relations de voisinage, il y a une vraie différence et surtout de vraies solutions. Le plus important, c'est qu'une clim bruyante ne se règle presque jamais en collant au hasard un peu de mousse quelque part. Dans beaucoup de cas, le bruit ne vient pas seulement de la machine elle-même, mais de la manière dont il se propage dans les murs, le sol, les tuyaux, les supports ou même dans l'air. Et si je vais jusqu'au bout du sujet, c'est parce qu'une seule bonne correction peut parfois diviser le bruit perçu par deux, alors qu'une mauvaise solution peut réduire les performances, provoquer une surchauffe ou masquer une panne plus grave. L'idée est donc de comprendre d'où vient le bruit, comment il voyage, puis comment l'atténuer intelligemment sans transformer la clim en problème encore plus coûteux. Quand je parle d'insonoriser une climatisation, je préfère tout de suite être précis. On ne supprime presque jamais totalement le bruit, surtout sur un système avec compresseur et ventilateur. En revanche, on peut très souvent réduire fortement la gêne. Et pour y arriver, je commence toujours par distinguer 4 familles de bruit. D'abord, il y a le bruit mécanique, celui du compresseur, du ventilateur, des roulements, des tôles qui vibrent, des fixations qui résonnent. Ensuite, il y a le bruit vibratoire, qui est souvent le plus trompeur parce que la machine n'a pas l'air si bruyante à l'oreille, mais elle transmet ses vibrations au support mural, au balcon, à la dalle ou à une charpente légère et toute la structure se met à faire caisse de résonance. Puis, il y a le bruit aérolique, donc le souffle d'air, les turbulences, les sifflements dans les grilles, les gaines ou les coudes trop serrés. Enfin, il y a les bruits de fonctionnement anormaux, comme les claquements, glou-glou, grincements, cognements, qui ne relèvent pas vraiment de l'insonorisation, mais d'un défaut d'installation, d'entretien ou d'usure. Si je confonds ces causes, je perds du temps et de l'argent. Si je les sépare, je sais exactement quoi corriger. La première chose que je fais, c'est écouter la clim de manière méthodique. Ça paraît basique, mais c'est capital. Je cherche à savoir si le bruit vient de l'unité intérieure, du groupe extérieur, des conduites ou d'un élément autour. J'écoute au démarrage, quand le compresseur se lance, puis en régime stabilisé, puis à l'arrêt. J'essaie aussi différents modes, refroidissement, ventilation seule, parfois chauffage si la machine est réversible. Si le bruit n'existe qu'en ventilation, j'oriente mon diagnostic vers le ventilateur ou le flux d'air. Si le bruit apparaît surtout quand le compresseur démarre, je pense davantage aux vibrations, à l'ancrage ou au compresseur lui-même. Si le bruit se transmet dans une chambre voisine, alors que dehors la machine ne semble pas si forte, c'est souvent la structure du bâtiment qui véhicule les vibrations. Et ça, c'est typiquement le genre de détail qui change complètement la stratégie d'insonorisation. Je regarde aussi la nature exacte du bruit. Un bourdonnement grave évoque souvent une vibration ou un compresseur qui transmet son énergie au support. Un cliquetis peut venir d'une tôle, d'un cache, d'une grille mal fixée. Un sifflement aigu pointe vers un passage d'air trop rapide, un filtre encrassé, une gaine mal dimensionnée ou une grille avec trop de résistance. Un glou-glou dans le split peut signaler un problème d'évacuation des condensats ou, dans certains cas, un comportement lié au circuit frigorifique qui mérite vérification. Un frottement répétitif peut indiquer un ventilateur déséquilibré, une turbine encrassée, un roulement fatigué ou une pale qui touche légèrement. Tant que je n'ai pas identifié la signature du bruit, je n'essaie pas de l'isoler, parce que l'isolation sans diagnostic, c'est souvent du camouflage inefficace. Dans énormément de situations, la source principale du problème, c'est le groupe extérieur. C'est logique, puisque c'est lui qui contient le compresseur et un ventilateur puissant. Si ce groupe est mal posé, trop près d'un mur, fixé sur une paroi légère ou installé sur des supports rigides sans éléments antivibratiles corrects, les nuisances augmentent très vite. Une clim peut être techniquement en bon état, mais sembler insupportable simplement parce qu'elle excite la structure qui la porte. C'est pour ça que je dis souvent qu'on n'insonorise pas seulement une clim, on désolidarise un système.
Si le groupe est accroché sur un mur creux, sur une façade légère ou au-dessus d'une pièce de repos, la transmission solidienne peut faire des ravages. Dans ce cas, avant de penser à un caisson acoustique ou à des panneaux, je vérifie d'abord la qualité des sealants blocs, le type d'équerre, leur rigidité, le serrage, l'état des chevilles, et même si les tuyaux frigorifiques ou la goulotte ne touchent pas le mur de manière trop rigide. Les sealants blocs sont souvent présentés comme une solution miracle, mais en réalité, ils sont efficaces seulement s'ils sont adaptés. Un sealant bloc trop dur laisse passer beaucoup de vibrations. Un sealant bloc trop souple peut créer des mouvements parasites, surtout au démarrage ou par vent fort. Il faut qu'il soit dimensionné pour la masse de l'unité et la fréquence des vibrations produites. Si je remplace de simples appuis rigides par des supports antivibratiles de bonne qualité, correctement installés, je peux obtenir un gain très sensible. Mais il faut aussi que la pose soit cohérente. Si je serre excessivement, j'écrase le matériau et je réduis son effet. Si j'ajoute à côté un contact rigide parasite, par exemple une goulotte collée en contrainte ou des tubes qui prennent appui sur la maçonnerie, je recrée un pont vibratoire. Et là, j'ai l'impression d'avoir traité le problème alors qu'en fait, j'ai laissé une autoroute aux vibrations. L'emplacement joue aussi un rôle énorme. Une unité extérieure placée dans un angle, entre deux murs, sous un auvent très proche ou dans une cour étroite, peut donner l'impression de faire beaucoup plus de bruit simplement à cause des réflexions sonores. Le son se réverbère, se concentre, rebondit et le niveau perçu grimpe. Dans certains cas, déplacer légèrement l'appareil, l'éloigner du mur arrière selon les préconisations ou éviter qu'il souffle directement vers une surface proche améliore la situation sans aucune insonorisation au sens classique. Le bruit est parfois moins un problème de puissance acoustique qu'un problème de géométrie du lieu. Si l'air rejeté rencontre trop vite un obstacle, on peut aussi augmenter les turbulences et donc le souffle. Il faut que l'unité respire. Dès qu'on la confine trop, on aggrave à la fois le bruit et les performances. C'est là qu'il faut parler des caissons anti-bruit ou écrans acoustiques autour de l'unité extérieure. L'idée est bonne, mais seulement si elle est bien exécutée. Un écran acoustique peut réduire la propagation directe du bruit vers une terrasse, une fenêtre ou le terrain voisin, surtout si on interpose une barrière dense et correctement positionnée. Mais un écran mal conçu, trop proche, trop fermé, sans circulation d'air suffisante, peut faire surchauffer l'échangeur, forcer le ventilateur, augmenter la pression de fonctionnement et au final rendre la machine plus bruyante tout en la fatiguant. Donc si je mets en place un écran, je veille à laisser un volume de respiration suffisant autour de l'unité, à respecter les dégagements nécessaires, à ne pas obturer l'aspiration ni le soufflage, et à utiliser des matériaux qui ne vibrent pas eux-mêmes. Un simple panneau léger mal fixé peut se transformer en membrane résonante et produire l'inverse du résultat attendu. Pour être efficace, un écran doit combiner masse, stabilité et parfois une face absorbante orientée du bon côté, tout en restant compatible avec la ventilation de l'appareil. Si je vais plus loin avec un caisson acoustique, je dois être encore plus prudent. Un vrai caisson acoustique pour climatisation n'est pas une boîte fermée. C'est une structure pensée pour casser les lignes de vue acoustiques tout en ménageant un flux d'air correct. En pratique, on joue sur des chicanes, sur des matériaux absorbants protégés contre l'humidité, sur une distance suffisante avec l'unité et sur une sortie d'air qui ne crée pas de recirculation. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir enfermer la machine pour ne plus l'entendre. Une clim n'est pas un meuble. Si je l'enferme, je dégrade son échange thermique, je peux provoquer des mises en sécurité et j'augmente parfois le régime du ventilateur. Donc oui, un traitement acoustique autour d'un groupe extérieur peut être très efficace, mais il doit respecter en priorité la thermodynamique et la maintenance. Il faut pouvoir accéder à l'appareil, nettoyer l'échangeur, surveiller l'évacuation et laisser l'air circuler librement. Du côté de l'unité intérieure, le bruit est souvent perçu différemment. On n'est plus seulement gêné par une nuisance extérieure, mais par un son présent dans la pièce où l'on vit ou dort. Ici, les causes courantes sont le souffle trop fort, la turbine encrassée, les filtres sales, les plastiques qui travaillent, les vibrations de fixation ou parfois une installation des tuyauteries qui transmet des bruits parasites.
Très souvent, un split devient bruyant parce qu'on le fait fonctionner en vitesse élevée pour compenser un manque d'entretien ou un mauvais réglage de température. Si le filtre est encrassé, l'air passe moins bien, le ventilateur doit pousser davantage, les turbulences augmentent et le sifflement apparaît. Si la turbine a accumulé de la poussière grasse, son équilibre se dégrade et elle peut produire un bruit de rotation plus marqué. Avant de chercher à doubler le mur ou à coller de l'isolant autour du split, je commence donc par une opération beaucoup plus simple et souvent bien plus rentable. Nettoyer correctement les filtres, la turbine, l'échangeur et vérifier les fixations. La fixation de l'unité intérieure est souvent sous-estimée. Si la platine n'est pas parfaitement posée, si le mur est irrégulier, si le plastique du carter se retrouve légèrement en contrainte, la machine peut vibrer à certaines vitesses et générer un bourdonnement intermittent ou un cliquetis agaçant. Parfois, le bruit semble mystérieux et ne se produit qu'à un régime précis. En réalité, c'est une fréquence de résonance. Dans ce cas, il faut contrôler l'aplomb, le serrage, la stabilité de la fixation et le passage des liaisons à l'arrière. Une petite pression manuelle sur un angle du carter permet parfois de confirmer qu'il s'agit bien d'une vibration de coque ou d'un jeu mécanique. Je ne parle pas ici de bricoler en glissant n'importe quoi derrière l'appareil, mais de comprendre qu'un léger défaut de pose peut créer une vraie gêne sonore. Les liaisons frigorifiques et l'évacuation des condensats jouent elles aussi un rôle. Si les tubes cuivre touchent directement la maçonnerie à plusieurs endroits, ils peuvent transmettre les vibrations du groupe extérieur jusque dans la pièce. Si la goulotte est trop tendue, si un collier serre excessivement, si la pente de l'évacuation est mauvaise, on peut entendre des écoulements ou des résonances. Une bonne pratique consiste à éviter les contacts rigides inutiles, à maintenir les conduites correctement sans les contraindre et à s'assurer que le tube de condensate garde une pente régulière pour empêcher les glouglous. Beaucoup de gens pensent qu'un bruit d'eau dans un split est forcément normal. Ce n'est pas toujours le cas. Un léger écoulement peut l'être, mais un glouglou récurrent, surtout selon l'orientation du vent ou certains régimes, signale souvent un problème d'air dans la ligne de condensat, de siphon mal conçu ou de pente imparfaite. Si l'installation comporte des gaines, comme sur un système gainable, la logique acoustique change encore. Là, le bruit peut venir du groupe, mais aussi de la vitesse de l'air dans les conduits, des bouches, des registres, des coudes, des transitions brusques et du manque d'absorption interne. Une gaine sous-dimensionnée entraîne une vitesse d'air élevée, donc plus de souffle et parfois des sifflements. Un coude trop serré à proximité immédiate d'une bouche peut créer des turbulences perceptibles. Une bouche mal choisie ou trop fermée peut émettre un bruit gênant même si la machine n'est pas particulièrement forte. Dans ce cas, insonoriser signifie parfois revoir le réseau aérolique, ajouter des manchettes souples pour désolidariser le groupe, installer un piège à son ou augmenter la section sur certaines portions. C'est moins visible qu'un écran acoustique extérieur, mais souvent bien plus efficace pour le confort réel à l'intérieur. Je fais aussi très attention à l'entretien, parce qu'une clim qui fait plus de bruit qu'avant raconte souvent quelque chose. Les saletés sur l'échangeur extérieur perturbent le flux d'air, le ventilateur peut forcer, le rendement baisse et le niveau sonore augmente. Une turbine encrassée à l'intérieur modifie l'aérodynamique. Des roulements qui fatiguent peuvent commencer par un simple grondement avant de devenir un vrai problème mécanique. Un ventilateur déséquilibré ne se contente pas de faire du bruit, il génère des vibrations qui vont se propager dans toute l'installation. Donc, si mon objectif est d'insonoriser durablement, je ne peux pas séparer le sujet acoustique du sujet maintenance. Beaucoup de nuisances sonores disparaissent ou diminuent fortement après un entretien sérieux, parce qu'on rend simplement à la machine son fonctionnement normal. Il y a aussi un point essentiel que beaucoup oublient. Le mode de fonctionnement. Une climatisation invertée adapte sa puissance. Si l'appareil est surdimensionné, mal réglé ou utilisé avec des consignes extrêmes, il peut multiplier les phases de montée en régime, de soufflage fort et de cycles perceptibles. À l'inverse, une machine bien dimensionnée qui travaille de façon stable à charge modérée est souvent plus discrète. Ça veut dire que le bruit peut parfois être réduit par un usage plus intelligent.
Par exemple, je préfère souvent abaisser progressivement la température plutôt que d'imposer un écart énorme d'un coup. Je peux aussi utiliser les modes nuit ou silence, qui réduisent la vitesse du ventilateur et parfois celle du groupe extérieur. Bien sûr, cela dépend du besoin de confort et de la canicule du moment, mais le réglage a un vrai impact sonore. Beaucoup de personnes veulent une pièce glaciale en très peu de temps, puis s'étonnent que la machine tourne fort. Le silence absolu et la puissance maximale instantanée vont rarement ensemble. Quand je veux savoir si je peux réellement améliorer une clim bruyante, je me pose une question simple. Le bruit est-il intrinsèque ou aggravé? S'il est intrinsèque, cela veut dire que la machine, même correctement installée et entretenue, aura toujours une certaine signature sonore, parce que c'est sa conception, sa gamme, son niveau de qualité. Dans ce cas, les marges d'amélioration existent mais restent limitées. En revanche, si le bruit est aggravé par le support, les vibrations, l'encrassement, la mauvaise circulation d'air, le mauvais emplacement ou un défaut d'installation, alors les gains peuvent être importants. C'est d'ailleurs pour ça que deux appareils identiques peuvent être perçus de manière totalement différente selon le lieu où ils sont installés. Le contexte compte autant que la machine. Je veux aussi insister sur les erreurs classiques à éviter. La première, c'est d'ajouter des matériaux absorbants n'importe où près d'une source chaude ou d'une zone d'aspiration sans penser à la sécurité ni à la circulation d'air. La deuxième, c'est de confondre isolation et absorption. Une mousse légère peut absorber un peu certains sons dans l'air, mais elle ne bloque pas bien les basses fréquences ni les vibrations structurelles. Pour les vibrations, il faut de la désolidarisation. Pour bloquer le bruit aérien, il faut souvent de la masse et une bonne géométrie. La troisième erreur, c'est de traiter le symptôme sans traiter la cause. Si un ventilateur a un roulement fatigué, l'insonoriser sans réparer ne fera que repousser le problème. La quatrième, c'est de serrer trop fort tous les éléments en pensant « plus c'est rigide, mieux c'est ». En acoustique vibratoire, c'est souvent l'inverse qu'il faut. Il faut contrôler et découpler intelligemment. Un autre point souvent négligé, c'est le voisinage. Une clim peut sembler tolérable depuis l'intérieur de la maison, mais très gênante chez le voisin en limite de propriété, surtout la nuit quand le bruit ambiant baisse. Les fréquences graves et les bruits tonals ressortent davantage dans ce contexte. Si je veux insonoriser efficacement, je dois donc me mettre aussi à la place de la personne qui l'entend de l'autre côté d'un mur ou d'une clôture. L'orientation du soufflage, la réflexion sur une façade, la position par rapport aux fenêtres voisines, tout cela compte énormément. Parfois, un écran acoustique bien placé du côté de la propagation, la plus sensible, suffit à résoudre une tension de voisinage, alors que l'appareil lui-même n'a pas besoin d'être remplacé. Là encore, ce n'est pas qu'une affaire de décibels sur papier, c'est une affaire de perception dans un environnement réel. Si malgré tout le bruit persiste, je me demande toujours s'il ne s'agit pas d'une anomalie mécanique ou frigorifique plus sérieuse. Un compresseur qui cogne, des vibrations soudainement plus fortes, un ventilateur qui varie étrangement, des claquements fréquents. Ce ne sont pas des choses à enfermer sous un capot acoustique. Dans ce cas, il faut faire contrôler l'appareil. Une clim qui devient subitement beaucoup plus bruyante qu'avant sans changement de contexte mérite un diagnostic technique. Une pièce desserrée, une hélice abîmée, un moteur de ventilateur en fin de vie, une usure interne du compresseur, ou même un défaut sur la carte de pilotage peuvent modifier le comportement sonore. Vouloir insonoriser sans réparer revient à mettre un casque sur un moteur cassé. On entendra peut-être un peu moins, mais le problème continuera d'empirer. Pour résumer la logique que j'applique, je procède toujours dans le même ordre. Je vérifie d'abord si le bruit est normal ou anormal. Ensuite, j'identifie précisément sa nature et son trajet, dans l'air ou dans la structure. Puis je traite la cause la plus probable avec la solution la plus cohérente. Entretien si c'est un problème de flux ou d'encrassement, désolidarisation si ce sont des vibrations, repositionnement ou écran si c'est une propagation directe gênante, amélioration du réseau si ce sont des turbulences dans les gaines, intervention technique si un organe est défectueux. Cette méthode évite de dépenser beaucoup pour des résultats médiocres. L'insonorisation efficace, ce n'est pas accumuler des matériaux, c'est comprendre quel phénomène acoustique domine.
Concrètement, si j'ai un groupe extérieur qui bourdonne et fait vibrer un mur, ma priorité va au support antivibratil, à la qualité de l'ancrage, à l'absence de pont rigide via les tuyaux et à l'éventuelle relocalisation si le support est trop résonnant. Si j'ai surtout un bruit de souffle dehors, je regarde les dégagements, les obstacles proches, la propreté de l'échangeur et éventuellement un écran acoustique bien ventilé. Si mon problème est dans la chambre avec l'unité intérieure, je contrôle filtre, turbine, fixation, vitesse de ventilation, mode nuit et transmission via les liaisons. Si j'ai un système gainable, je pense dimensionnement des gaines, piège à son, manchette souple et diffusion d'air. Ce qui compte, c'est d'éviter la réponse unique à un problème multiforme. Il faut aussi accepter qu'il existe des limites. Une unité d'entrée de gamme, très sonore, mal située et installée sur une structure légère, ne deviendra jamais totalement silencieuse. On peut l'améliorer, parfois beaucoup, mais pas la transformer en appareil haut de gamme inaudible. Dans certains cas extrêmes, le meilleur choix économique sur le long terme peut être le remplacement par un modèle plus silencieux, surtout si la clim tourne souvent la nuit ou dans un environnement très sensible. Mais avant d'en arriver là, il y a souvent un vrai potentiel d'amélioration sur l'installation existante. Et c'est justement ce qui rend le sujet intéressant. Une grande partie du bruit d'une clim ne vient pas seulement de la clim, mais de tout ce qu'il y a autour d'elle. Ce que je veux que l'on retienne, c'est qu'insonoriser une climatisation demande de résonner en acoustique, en vibration et en circulation d'air en même temps. Si je coupe la propagation directe du son, mais que j'étouffe la ventilation, j'échoue. Si je traite le souffle mais pas les vibrations dans le mur, j'échoue aussi. Si je nettoie l'appareil sans corriger ses appuis rigides, le bourdonnement peut rester. La vraie solution est presque toujours un équilibre entre plusieurs petites corrections ciblées plutôt qu'un gros bricolage spectaculaire. Et quand cet équilibre est bon, le résultat se sent immédiatement dans la vie quotidienne. On dort mieux, on profite de la terrasse, on évite les tensions avec le voisinage, et la machine fonctionne souvent mieux en même temps. Au fond, la bonne question n'est pas seulement « comment cacher le bruit ?», mais « pourquoi est-ce que je l'entends autant ici et par quel chemin arrive-t-il jusqu'à moi ?» À partir du moment où je réponds honnêtement à ça, les solutions deviennent beaucoup plus claires. Une clim qui fait du bruit n'est pas une fatalité. Très souvent, il suffit de corriger la transmission, l'emplacement, le flux d'air ou l'état mécanique pour retrouver un niveau sonore tout à fait acceptable. Et si je devais donner une seule règle, ce serait celle-ci. Je ne cherche jamais à enfermer la clim. Je cherche à casser la transmission du bruit sans empêcher la machine de respirer. C'est cette logique qui permet d'insonoriser efficacement, proprement et durablement.